Monsieur le ministre de l'Agriculture, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et nationaux, Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais, avant peut-être de réagir à toutes les interpellations des journalistes, me féliciter surtout de la présence massive des médias. Ceci dénote encore une fois de plus de l'intérêt que vous portez à la bonne marche de notre pays. Partant de cela, j'en profite pour souhaiter bon Ramadan à tout le monde. Au-delà de ça, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, étant donné que nous sommes très mal servis dans les questions, je voudrais peut-être utiliser une partie de ce temps qui m'est donné pour décliner un tout petit peu les quelques résultats des différents programmes d'équité sociale et territoriale. Parce que la quasi-totalité des questions qui sont au nombre de 5 qui ont été posées à notre endroit concernent plus le volet équité sociale, alors que nous gérons un ministère très important qui participe à la réalisation de beaucoup d'objectifs, en l'occurrence même les objectifs du ministère de l'Agriculture. Parce que nous tous, nous savons, il n'est pas du tout possible de promouvoir l'agriculture sans pour autant mettre en place certaines infrastructures structurantes. Je veux nommer les pistes de production, je veux nommer également les magasins de stockage, entre autres. Donc, monsieur le ministre porte-parole, je commencerai d'abord par évoquer certains aspects liés surtout au programme d'urgence de développement communautaire. Le programme d'urgence de développement communautaire, comme vous le savez tous, qui a été lancé en 2015, aujourd'hui, je peux dire, fait la fierté de notre pays au niveau national, mais aussi au niveau de la sous-région, parce que considéré comme un modèle pragmatique de mise en œuvre des infrastructures socio-économiques. Au niveau de ce programme, il faut noter que pour sa première phase, le PUDC a mobilisé plus de 123 milliards, qui nous a permis quand même de mettre en place énormément d'infrastructures de désenclavement, soit environ 644 km de pistes de production, mais parallèlement à ça aussi, plus de 240 forages équipés, ce qui aujourd'hui a facilité l'accès à l'eau pour plusieurs villages du Sénégal, mais également faciliter surtout les activités pastorales dans certaines occasions. Toujours dans le cadre de ce programme de développement, programme d'urgence de développement communautaire, je peux me permettre aussi surtout d'insister sur certains aspects. C'est surtout l'accompagnement de nos veillantes femmes. De par le passé, la femme sénégalaise, particulièrement celle du monde rural, était confrontée à des travaux très difficiles, des travaux ménagères très difficiles. Et dans ce sens, le président de la République, suite à ces tournées nombreuses, suite aux informations reçues à travers les autorités administratives, a demandé à ce que ces femmes soient accompagnées à juste titre. C'est dans ce sens que le PUDC a mis à la disposition de ces femmes plus de 4600 unités de transformation pour l'allègement des travaux des femmes. Donc, c'est des efforts importants qu'il faudrait saluer, certes renforcer, mais quand même saluer à juste titre. Au-delà de ça également, on peut parler des 243 systèmes d'alimentation en eau potable. Si on est dans le monde urbain, on ne peut pas se permettre peut-être d'évaluer l'importance de l'eau au village. Nous qui sommes des ruraux, nous comprenons parfaitement quel est l'intérêt d'amener une adduction d'eau à côté, même fût-il à 100 mètres. Donc, sur ce plan-là, nous pouvons quand même se dire qu'il y a des efforts énormes qui ont été fournis dans ce sens-là. Mais au-delà de ça, avec l'avènement de la pandémie, qui a quand même engendré énormément de difficultés, dans le cadre du PUDC, nous avons initié ce qu'on appelle PUDC Résilience. Et dans ce cas d'espèce, ce qui est prévu, c'est surtout de mettre en place un linéaire de 1300 km de pistes rurales. Mais
surtout orienté dans les zones à fort potentiel agricole. Dans ce sens, il est prévu de mettre 300 km de pistes au niveau de la zone des Niayes, ce qui va faciliter un tout petit peu l'accès aux périmètres agricoles, mais aussi ça va permettre à un certain moment de pouvoir utiliser ces structures, ces infrastructures, surtout dans le cadre du désenclavement de certains villages de production. Mais également au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, il est envisagé de mettre en place 500 km de pistes rurales à ce niveau également pour faciliter l'accès aux périmètres rizicoles qui surtout pendant l'hivernage sont confrontés à des problèmes d'accès et ce qui participe aussi de par le passé à la faible emblavure de certains périmètres. Ça également, ça fait partie de notre programme d'urgence de résilience. À côté de cela, il y a aussi le bassin arachidier. Le bassin arachidier, particulièrement la zone de Kaffrine, Fatick, entre autres. À ce niveau également, il est prévu de mettre en place 500 km de pistes de production. Au-delà des infrastructures de désenclavement, de production comme les pistes, toujours dans le cadre du PUD de résilience, il faudrait noter, il y a un volet important d'électrification de plus de 2000 villages répartis sur l'ensemble du territoire national, hormis peut-être la région de Dakar. À ce niveau, nous tous, nous savons l'importance de l'électricité au niveau des villages, mais dans le cas de ce programme que nous avons, c'est surtout pour stimuler un tout petit peu l'auto-emploi des jeunes, parce que nous tous, nous savons, c'est une situation drastique et difficile. C'est dans ce sens aussi, comme vous le comprenez tous, nous avons lancé ce programme depuis le début du mois de mars. Au moment où je vous parle, nous avons réceptionné environ 71 villages dans certaines localités du pays. Et nous espérons pour l'année 2021 pouvoir aller au-delà de 900 villages pour ne serait-ce pouvoir terminer en 2023 l'ensemble de ce programme. Donc, une façon de dire qu'au-delà de ces programmes sociaux, d'équité sociale, il y a aussi ce programme d'une importance capitale d'équité territoriale. Actuellement, si on pouvait se permettre de résumer les objectifs visés dans ce programme de résilience, surtout par rapport à l'électrification, ça pourrait impacter plus de 880 000 personnes réparties dans les 13 régions du Sénégal. Au-delà du PUDC, vous me permettrez également, étant entendu que le temps quand même ne m'est pas compté, de faire un petit résumé par rapport aux réalisations du Promoville, qui est aussi un programme complémentaire au PUDC, parce que nous savons que le PUDC intervient dans le monde rural. Par contre, pour un tout petit peu résorber le gap en infrastructure et équipement structurant au niveau des villes, le président a mis en place le Promoville, qui, depuis sa création, a mobilisé plus de 244 milliards. Et ceci nous a permis aujourd'hui de mettre en place plus de 103 kilomètres de voiries neuves, mais pas des moindres. C'est des voiries neuves, assainies avec un système d'assainissement de dernière génération, mais aussi très bien éclairé, ce qui a participé effectivement à renforcer la mobilité urbaine, mais aussi la sécurité de certaines zones. Et parallèlement à ça également, il y a surtout la réalisation qui a le plus été quand même mise en exergue, c'est surtout la digue-route de Matam. Au niveau de Matam, pour ceux qui connaissent Matam, vous savez, de par le passé, cette ville était inondée, je peux dire, 3 mois, 4 mois après l'hivernage. Avec cette digue-route aujourd'hui, elle a permis non seulement à ces populations de sortir des eaux très rapidement, tout juste après l'hivernage, mais ça a participé aussi à augmenter l'assiette foncière de cette dite ville. En quoi faisant? De par le passé, Matam avait environ 200 hectares de terres disponibles et habitables. Aujourd'hui, avec cette infrastructure, Matam est à plus de 600 hectares de terres habitables et même cultivables. Ça, on ne peut que s'en féliciter et se dire que ce n'est pas quand même des choses à occulter dans de pareilles occasions. On peut en citer une multitude de réalisations allant dans ce sens. Au-delà de ces aspects également, surtout dans le cadre du Promoville, on peut évoquer surtout les 154
kilomètres de voirie, de réseau de drainage des eaux, qui a participé à soulager beaucoup de villes de Dakar, beaucoup de villes du Sénégal, particulièrement à Dakar, à Saint-Louis, même au niveau de Touba, entre autres. Par rapport à ça, on ne peut que s'en féliciter, mais aussi se dire, à ce niveau aussi, il y a l'amélioration drastique de la mobilité, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi diminution surtout des surfaces inondables. Ça, c'est le volet Promoville. Pour ce qui concerne le paiement, parce que comme vous le savez, au niveau du ministère du Développement communautaire, il y a les programmes dits équité territoriale. Et dans ces programmes dits équité territoriale, il y a le Promoville, PUDC, Paiement. Pour ce qui concerne le paiement, c'est un programme qui intervient au niveau des axes et territoires frontaliers. À ce niveau également, il y a de très belles réalisations qui aujourd'hui font la fierté de ces populations qui sont au niveau de la frontière. De par le passé, ces populations se sentaient exclues par rapport à ce qui se faisait au niveau de leur gouvernement. Je peux donner peut-être à titre d'exemple. Tout récemment, j'étais au niveau de la commune de Saly-Escale, qui est à 100 mètres de la Gambie. À ce niveau, les populations, ce qu'elles te disent, aujourd'hui, nous nous sentons sénégalais. De par le passé, même pour de la glace, il était question pour nous d'aller au niveau de la Gambie sans procurer et revenir pour revendre ça au niveau de notre contrée. Actuellement, c'est devenu quand même une ancienne histoire, donc on ne peut que s'en féliciter, mais également demander aux uns et aux autres de s'y atteler davantage pour renforcer les conditions de ces populations-là. Monsieur le ministre, je voulais juste évoquer ces quelques résultats qui me semblent quand même utiles pour la population sénégalaise d'ici et d'ailleurs, avant d'entamer de façon beaucoup plus précise les différentes questions qui ont été évoquées. Dans le cadre des interpellations, je pense bien, j'ai quand même 5 questions qui m'ont été adressées. Il s'agit surtout de l'appui du gouvernement sénégalais à l'endroit des sinistrés de Linguère suite à l'incendie de l'hôpital Magatte Lô. À ce niveau, je voudrais aussi, avant toute chose, me féliciter surtout de la réactivité du gouvernement. Parce que tout juste après l'accident, le gouvernement s'est mobilisé, surtout à travers le ministre en charge de la Santé. Et j'ai eu l'honneur également de l'accompagner durant cette visite auprès de ses familles. C'était une occasion pour nous de compatir avec les populations, mais aussi et surtout de transmettre la solidarité du pays, la solidarité de la plus haute autorité. À ce niveau, qu'est-ce que l'État prévoit de faire? Avant toute chose, le président avait demandé à ce que des dispositions soient prises pour que les responsabilités soient situées. Et à ce niveau, je pense bien, la gendarmerie a déjà commencé à faire le nécessaire. Et le reste, c'était surtout l'accompagnement de ces familles et l'appui également auprès de ces familles. Par rapport à ça, nous, en tant que ministre en charge de la solidarité nationale, nous avons quand même prévu une enveloppe symbolique que je ne saurais évoquer ici tout de suite parce qu'il va falloir travailler quand même avec l'ensemble des structures concernées, telles que le ministère en charge de la femme, le ministère en charge de la santé, pour harmoniser de façon définitive les enveloppes à mettre à la disposition de ces populations. Mais au-delà de cet appui financier, ces populations ont plus besoin d'un appui moral, d'un encadrement, parce que c'est des dames et nous tous, nous savons que ce n'est pas tout le temps évident de perdre son enfant dans des circonstances normales, a fortiori dans un accident aussi atroce. Donc à ce niveau, ce que je peux vous dire, il y a déjà des efforts symboliques qui ont été fournis par l'entremise de mon collègue et moi-même, mais au-delà de ces efforts symboliques et personnels, il y a des efforts de l'État qui sont en cours et nous sommes en train d'harmoniser en interne. L'autre interpellation, Monsieur le ministre, je pense bien, est relative à l'apport du ministère en charge de la solidarité dans le cadre de la pandémie Covid-19. Là, je pense bien que le ministère du Développement communautaire était le ministère le plus en vue, dans la mesure où l'impact direct sur les populations a été quand même
à la hauteur des attentes des Sénégalais. Parce que dans le cadre du prêt de 1000 milliards, 69 milliards a été dédié au ministère en charge de la solidarité nationale. Et à ce niveau, plus de 1,1 million familles a été directement impactées par ces denrées alimentaires. De l'autre côté, quelqu'un pourrait se dire que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas efficace, parce que cette personne peut-être n'est pas à la place de ces populations dans ces moments de détresse. Mais nous qui sommes du monde rural, nous qui sommes dans certains quartiers, nous savons pertinemment l'intérêt de mettre à la disposition d'une famille quelconque un kit alimentaire avec l'ensemble de ces denrées à cette période-là. Et à ce niveau aussi, je pense bien, Monsieur le ministre, certains ont évoqué surtout les pièces justificatives par rapport à cette opération d'envergure. Ce n'était pas du tout évident déjà de mettre en œuvre un important programme de transfert de denrées alimentaires. Parce que sur le plan logistique, ce n'était pas évident du tout, mais au-delà de ça aussi, il n'y avait pas une base de données ficelée fixe. Donc il fallait quand même l'intervention des autorités administratives, l'intervention des ministères sectoriels, la participation de tout le peuple sénégalais. Donc on ne peut que s'en féliciter par rapport aux résultats, mais aussi par rapport à l'impact direct sur l'ensemble des populations bénéficiaires. Au-delà de ça, certains ont évoqué surtout les pièces justificatives. À ce niveau, je voulais vous rassurer que toutes les pièces justificatives demandées au ministère du Développement communautaire de l'équité sociale, que j'ai l'honneur de piloter, ont été remises au comité de suivi. Maintenant, au cas où il y aurait peut-être quelques éléments complémentaires à mettre à la disposition, nous resterons toujours à la disposition parce que nous sommes militants de la transparence, nous sommes aussi militants du pragmatisme quand il s'agit quand même des affaires de l'État. C'est à ce niveau, c'est les éléments que je voulais fournir, surtout pour ce qui concerne les pièces justificatives concernant l'aide alimentaire. Il y a également, Monsieur le ministre, une question afférente surtout à l'aide destinée aux Jakartaman. Là, ce que je voulais juste vous dire, c'est le président lui-même qui l'a agité parce que, soucieux de la population sénégalaise, soucieux de toutes les couches vulnérables du pays, c'est tout à fait normal dans de pareilles occasions qu'on puisse, dans la mesure du possible, élucider de pareilles questions. Mais je voudrais aussi peut-être au passage rappeler au journaliste qui a quand même posé cette question que les Jakartaman, c'est des acteurs sous tutelle technique du ministère des Transports. N'empêche, le président a déjà donné le tempo pour qu'on puisse prendre des dispositions à ce niveau et éclaircir de façon nette l'origine ou la destination de ces 10 fonds, si réellement ça a été effectif. Donc à ce niveau, je voulais juste vous rassurer et vous dire que des dispositions seront prises dans ce sens. Monsieur le ministre, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais partie quand même des ministères aujourd'hui les moins gâtés en termes de questions. Peut-être l'autre aspect, c'est surtout par rapport aux appuis de notre ministère pendant cette période de Ramadan dans un contexte Covid. Et à ce niveau aussi, je voulais juste rassurer les uns et les autres que des appuis sont en cours, surtout des appuis en denrées alimentaires tels que le riz, mais aussi des dattes pour un tonnage de 50 tonnes de dattes qui est en cours de distribution, mais aussi des kits alimentaires dédiés surtout aux villages de reclassement au niveau de Peykouk, au niveau de Toubatoul, entre autres. Donc, une façon vraiment de vous dire que des efforts sont en train d'être faits dans le sens surtout d'accompagner les populations sénégalaises, particulièrement celles vulnérables, dans de pareilles occasions. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les journalistes, peut-être si je n'ai pas omis, je pense avoir répondu à certaines de vos préoccupations.